Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir à vous. Chaque jeudi soir, Sud Radio roule jusqu'à 20h avec Mobilité TV. Une fois de plus ce soir, nous allons débattre avec vous autour de la voiture et de la mobilité. Je vous présente tout de suite les vraies voix, les experts qui m'accompagnent ce soir. Vincent Salimon, président de BMW Group France. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à vous. Mathieu Flonneau est avec nous, historien spécialiste des mobilités. Bonsoir à vous, bonsoir. Mathieu Flonneau. Et puis, il avait inauguré la première de l'émission. Vous vous en souvenez, Guillaume Crunel, associé Automotive et Mobility, leader au cabinet de conseil Deloitte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, au quotidien, la voiture est-elle vraiment indispensable? C'est la question que l'on va se poser jusqu'à 20h pour réagir et débattre avec nous. Vous connaissez le numéro du standard de Sud Radio. Je vous le redonne, 0826 300 300. Ce soir, c'est Zach qui vous y attend. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout. Alors la voiture reste quand même de loin le mode de transport préféré des Français. Quelques chiffres pour commencer. Selon une enquête Ipsos, près de 9 Français sur 10 utilisent leur voiture régulièrement. Mais au quotidien, comment ça se passe? 43% des urbains utilisent chaque jour la voiture pour aller au travail. Et évidemment, en zone rurale, ils sont plus, 74%. L'INSEE donne d'ailleurs à peu près les mêmes chiffres. En France, 2/3 des travailleurs déclarent se déplacer en voiture pour rejoindre leur lieu de travail. 16% prennent les transports en commun, 6% ont recours à la marche, 2% au vélo. C'est plus qu'en Allemagne, plus qu'au Royaume-Uni et presque autant qu'aux États-Unis. Bref, vous l'avez compris, les Français sont bien accros à la voiture qui leur est indispensable. Vincent Salimon, hein. Toutes les études montrent que oui. Absolument, et nous avons organisé une étude justement, oui, alors on va en parler, qui présente exactement les mêmes chiffres, donc c'est vraiment intéressant et ça montre qu'effectivement la voiture est indispensable. Allons-y, parlons de cette étude. Donc vous avez présenté il y a quelques semaines cette étude exclusive, l'étude Odoxa sur la mobilité. Alors des franciliens, hein. Non, pas uniquement. Justement, en fait, le principe est tout simple. C'est que on a voulu, quand on parle de mobilité, souvent on travaille en silo. En fait, les constructeurs travaillent dans leur coin, les pouvoirs publics dans le. Nous, on a voulu réunir tout le monde et surtout écouter les usagers. D'abord les franciliens. C'était l'année dernière. C'est une étude que vous pouvez retrouver sur internet, Français et mobilité. Un livre blanc en fait qu'on a sorti sur l'évolution de la mobilité. Et là, on a voulu vraiment découvrir le vrai visage de la mobilité dans les territoires. Donc, on a été en province. Alors, pour ce qui est des franciliens, par exemple, donc celui de l'année dernière, lui, ils sont des sur 10, utilisent, selon les occasions, à la fois leur voiture, le bus, le tram, le RER ou encore le métro, mais globalement, on peut le dire, ils utilisent leur voiture. Tiens, à Paris et dans d'autres grandes villes d'ailleurs, hein, j'imagine que c'est la même chose, le nombre d'utilisateurs de trottinettes électriques a été multiplié par 4 à Paris en 2 ans, confirmé. Tout à fait. Bon, très bien. Je sais que c'est pas vous, Mathieu Flonneau, parce que je sais que vous n'êtes pas très trottinette électrique. Je me trompe. J'en fais. Ah bon, d'accord. Mais je n'aime pas, mais j'en fais. Ah d'accord. Vous êtes obligé d'en faire. Comment ça se passe, Vincent Salimon, alors dans les zones rurales justement, dans les territoires, les autres territoires? Globalement, dans les territoires, vous l'avez dit tout à l'heure, 90% des Français utilisent leur voiture très régulièrement, et c'est plus d'un Français sur deux qui l'utilise au quotidien. Et c'est vrai que globalement, en ville, en général, le transport est plutôt bien organisé. Et nos études ont montré que à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse, à Lille, effectivement, et on verra les résultats. Globalement, le transport en commun est bien organisé. Par contre, sur Paris, c'est un petit peu plus compliqué. C'est sensiblement plus compliqué, et on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Et là, il faut des solutions multimodales. Mais en revanche, en province, vous le disiez, la voiture est indispensable. Donc, il est important de pouvoir apporter la solution, mais apporter la solution d'une mobilité responsable, d'une mobilité qui correspond aux besoins de chacun. Donc, ça peut être une mobilité électrique, de l'hybride rechargeable, une motorisation qui correspond à l'usage de chacun. Ouais. C'est pour ça, Guillaume Crunel, par exemple, quand on entend des politiques qui nous font un peu la leçon et nous disent qu'il faudrait un peu se passer de la voiture. Alors nous, par exemple, hein, ceux qui habitent les grandes villes ou Paris, bon, peuvent comprendre en prenant par exemple le bus ou le tram, mais comme le disait Vincent Salimon, dans les zones rurales, c'est impossible. Je pense que quand on parle de... Il faut la voiture. Ouais, il faut la voiture, et puis il faut aussi, quand on parle de la France c'est pas unique, c'est pas une seule situation, il y a plein de situations différentes. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, quand vous regardez le territoire français, il y a 54% du territoire français qui a une part modale des transports en commun, donc une offre alternative à la voiture qui est inférieure à 4%, c'est-à-dire, grosso modo, l'offre de transport public que vous avez dans le Kansas, donc, qui est grosso modo un pays dit de voiture. Donc la voiture, aujourd'hui, il y a un peuple de la voiture, il y a un espace français
sujet important pour lequel la voiture apporte des solutions. Ça a toujours été le cas, ça continue à l'être. Après, il y a d'autres France. Il y a une France urbaine, il y a une France périphérique, avec d'autres modes de transport. Et là, comme l'a dit Vincent, le souci est souvent plutôt de créer les conditions d'une intermodalité, d'une fluidité entre les modes de transport existants pour créer un complément pertinent à la voiture. Alors la voiture, on l'a vu, bon, évidemment essentielle pour aller au travail. Essentiel aussi, c'est un vecteur de lien économique avec le travail. Et Mathieu Flonneau, c'est un vecteur aussi de lien social, la voiture. Bah oui, c'est un héritage, c'est un sentier de dépendance qui conduit aujourd'hui effectivement à la rendre indispensable. Depuis des années, on a tout fait pour que la voiture soit indispensable. Bien dans le micro, on a tout fait. Non, les Français ont aussi fait ce choix. Et donc là, il faut aussi introduire la nuance des usagers. C'est-à-dire que parler d'un tout automobile est complètement abstrait. Il y a un tout automobiliste, effectivement. Et là, réfléchir à la manière dont les Français ont eu les moyens d'acquérir cette voiture, en ont fait un projet de vie, un projet familial éventuellement, qui était associé, parce que le grand dossier qui est d'adosser, c'est évidemment le logement. Partant de là, vous avez une situation qui est celle qui est parfois décrite comme une dépendance maladive, mais qui est en réalité quelque chose que l'on a recherché. Donc c'est ce standard de vie qu'il s'agit de réfléchir aujourd'hui à l'aune des contraintes que vous avez évoquées, qui ne sont niées par personne, d'un développement durable à soutenir, d'une écologie à respecter de plus en plus, bref, avec des contradictions. Et vous le soulignez d'ailleurs, et vous dites que la voiture, c'est aussi le symbole, et ça a mis en lumière beaucoup d'enjeux. On se souvient tous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, de la crise des Gilets jaunes. Ben oui, parce que l'automobile a été un progrès. Et il faut faire progresser le progressisme de ce point de vue-là, parce que le progressisme attaque l'automobile, bien évidemment, parce que il y a des faiblesses au système, à l'écosystème. Ces faiblesses, on peut y remédier à certains égards. Et donc c'est ces zones de fragilité qu'il faut travailler justement. Et donc offrir des mobilités, j'ai bien entendu votre attaque sympathique au début sur la trottinette, offrir des mobilités, des bouquets de mobilité avec des effets d'aubaine en centre-ville, alors qu'il y a beaucoup de mobilités orphelines délaissées en périphérie, c'est là que ça va pas. C'est là qu'il faut bien centrer l'effort des pouvoirs publics et avoir une vision stratégique et une vraie politique de la route. Tiens d'ailleurs, Mathieu Flonneau, je rappelle votre livre En tous sens, une histoire des équipements de la route, aux éditions Loubatière. Il va sortir, il n'est pas encore sorti, voilà, il arrive. C'est imminent, voilà. Les vraies voix qui font rouler la France. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour poursuivre évidemment notre débat avec vous au 0826 300 300 autour de la voiture. Est-elle vraiment indispensable au quotidien? Quid de la voiture et des autres mobilités dans les 10 prochaines années? On va en parler dans un instant, toujours en compagnie de Vincent Salimon, Mathieu Flonneau et Guillaume Crunel. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Nos vraies voix, nos experts du jour. Vincent Salimon, président de BMW Group France. Mathieu Flonneau qui est avec nous, historien spécialiste des mobilités. Et ce livre, donc, il va sortir dans quelques jours. Le livre de Mathieu Flonneau, En tous sens, une histoire des équipements de la route. C'est aux éditions Loubatière. Guillaume Crunel est avec nous, associé au cabinet de conseil Deloitte. La voiture est-elle vraiment indispensable au quotidien? Eh bien, on en parle depuis le début de cette émission, on en débat. Comment voyez-vous la voiture et les autres mobilités dans le futur, dans 10-15 ans? Avant de vous donner la parole, j'aimerais poser la question à Florian au 0826 300 300. Bonsoir Florian. Bonsoir. Vous nous appelez d'Antony. Florian, oui. Les voitures seront essentielles dans 15 ans et toujours là, selon vous? Moi je crois que ce sera essentiel. Moi, je pense que, si vous voulez, c'est une utopie à l'envers. Je crois que l'extrême gauche verte élevée, là, est très réactionnaire parce qu'ils veulent nous faire régresser au 19e, voire au 18e siècle. D'autre part, vous parlez beaucoup de la ruralité, mais pensez que se déplacer de banlieue à banlieue, c'est compliqué. Pensez que nous ne sommes pas tous célibataires, nous avons des enfants. Pensez que nous avons des choses à transporter. Donc, pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait se passer de la voiture. Alors vous voyez, quand je vous disais à tous qu'on nous faisait la leçon depuis de nombreuses années et que parfois on culpabilisait, je vous culpabilisais pas Florian, mais on a entendu votre coup de gueule. Moi, j'attends de les voir vivre comme au 19e siècle, ils tiendront pas 3 mois. Guillaume Crunel, certains politiques sont un peu déconnectés
En ce qui concerne la voiture et la mobilité, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est celle de l'électrification du parc de véhicules. C'est pas, en grande partie, celle qui se pose pour nous, d'un point de vue industriel et d'un point de vue sociétal, pour les 15 prochaines années, c'est celui-là. Après, se pose une autre question, qui est celui du prix de ces voitures, de la capacité à toute la population d'y avoir accès, qui est un autre sujet. Je vous rappelle quand même le prix moyen d'une voiture en France, neuve ou occasion, c'est autour du 1 000 €. Donc on est un peu loin des offres qui sont faites aujourd'hui, et même les plus performantes. Donc c'est clair, dans les villes, il y aura des choses, on verra ce qui va se passer. Mais globalement, la vraie problématique, c'est quelle voiture pour qui dans les 15 ans qui viennent. Ouais. Le tout électrique, Florian, ça vous pose problème? Oui, ça me pose problème. Oui, parce que d'abord, le parc c'est pas au point, si vous voulez, pour recharger les voitures. D'autre part, j'ai lu beaucoup de choses aussi qui disent que la pollution serait pas identique, mais pose des problèmes parce que on utilise des métaux rares. Donc, je sais pas si c'est vraiment la solution. Non, c'est une solution transitoire. Moi, je pense que c'est des grands groupes industriels qui se battent en ce moment et qui font une propagande pas possible pour le tout électrique contre les pétroliers. Mais si vous voulez, c'est une bataille économique, c'est pas une bataille économique. Alors, sur le tout électrique, en tout cas, et aujourd'hui, vous faites des choses, BMW. En parlant de mobilité, on n'est pas obligé de prendre la voiture, on peut prendre des vélos électriques, par exemple. On peut prendre des vélos électriques, effectivement, dans le réseau BMW, l'an dernier, on a vendu plus de 1000 vélos, donc BMW ne fait pas que du 4 roues et ne fait pas que de la moto. Mais Philippe, j'aimerais revenir sur un point, parce que pour l'instant, on parle beaucoup de la voiture, et on pose on pose le sujet de la voiture comme un problème. Et je crois qu'il faut l'appréhender comme une solution. Il y a des solutions. Là, on voit que la voiture est nécessaire. L'électrique est une solution, effectivement. Et aujourd'hui, 30% de nos ventes en France sont électrifiées. L'an dernier, dans le monde, on a doublé nos ventes de véhicules électrifiés. Donc, on est vraiment dans une dynamique importante. Mais il faut aller au-delà. Parce que l'électrique ou l'électrifié, c'est la limitation d'émissions de CO2 à l'usage. Et en fait, on sait que pour développer la mobilité responsable, il faut travailler sur la totalité de la chaîne de valeur. Donc c'est ce que fait le BMW Group, puisqu'aujourd'hui, on s'est fixé un objectif de baisse d'émissions de CO2 de 40% sur les 10 prochaines années. Et ça, on va le faire non pas uniquement à l'usage, oui, on va le faire aussi à l'usage, mais surtout sur la totalité de la chaîne de valeur. Et Florian, votre auditeur, abordait un sujet important. Notamment, il faut baisser les émissions de CO2 au global, mais il faut aussi travailler sur le circulaire, sur le recyclage, faire en sorte de limiter les terres rares. Et aujourd'hui, dans les nouveaux moteurs, les dernières générations de moteurs électriques BMW, il n'y a pas de terres rares. Et aujourd'hui, dans notre production, 30% des matières utilisées sont déjà recyclées. Et c'est de cette façon que, de manière positive, la voiture va apporter la solution de la mobilité responsable. Vous avez les vélos électriques, vous en avez beaucoup vendu. Vous avez un concept aussi à BMW. Il y a un deuxième élément, c'est que les constructeurs doivent être là aussi pour faire évoluer la réglementation. Et parce que la réglementation, elle existe, mais il est important de montrer aux politiques comment aller plus loin. Et donc effectivement, à Munich, au salon de Munich l'an dernier, on a présenté un concept qui s'appelle le Ambi, BMW Motorrad Ambi, qui est un concept à mi-chemin entre le vélo et la moto, et le scooter, ou le deux roues motorisé. Et en fait, c'est notamment pour la mobilité en fait semi-urbaine et urbaine. On part de chez soi en banlieue, on est à 60 km/h sur un scooter, et ensuite on rentre en ville, et par géolocalisation, le véhicule va passer automatiquement à une vitesse maximale réduite, de 45 km/h, voire 25 s'il passe sur une piste cyclable. Donc ça correspond exactement aux besoins de la mobilité de chacun. Alors on l'a vu avec BMW, Mathieu Flonneau, dans les 10-15 prochaines années, les constructeurs aussi vont devoir proposer d'autres choses en termes de mobilité, avoir des idées, être imaginatifs, beaucoup évoluer. Ils le sont, évidemment. Ils ont déjà témoigné de vraies capacités de résilience par le passé. C'est-à-dire que des crises, l'automobile en a connu. Simplement, là, c'est quand même une crise aussi qui touche tout l'écosystème et qui touche aussi les capacités d'achat. Ça a été souligné. Le prix d'un véhicule neuf et les capacités d'achat des ménages sont aujourd'hui décalés, et l'effondrement des ventes de véhicules neufs est quand même très très préoccupante. Alors qu'après il y ait des constructeurs, et BMW, c'est pas du tout faire une insulte ou une injure à la marque, c'est un constructeur exceptionnel, premium, et donc là il y aura de toute façon toujours une forme de clientèle et d'offres et de demande pour ce type de véhicule. C'est plus délicat pour des constructeurs qui s'avouent généralistes dès le début. Et un constructeur comme Stellantis,
c'est peut-être le plus courageux à avoir affronté cette transition qui est imposée en quelque sorte. Et Carlos Tavares a dit tout simplement qu'il y avait un vrai risque social à cette transition présentée aujourd'hui vraiment comme très brutale et qui n'est pas économiquement soutenable. Pas soutenable par les ménages, pas soutenable par les territoires. Et les embouteillages aux bornes de recharge commencent à apparaître. Donc il y a quand même des éléments là de stratégie qu'il s'agit de reposer. Parce que l'automobilisme est un universalisme, c'est-à-dire qu'il faut chercher à couvrir vraiment tous les territoires, tous les usages, parce que la voiture individuelle ou le scooter ne couvre que très peu des usages de l'automobilisme contemporain. C'est plutôt la camionnette, c'est plutôt le camion. Et donc là, il y a des sujets logistiques lourds derrière, des sujets de filière, des sujets industriels. Guillaume Crunel, on a été trop rapide ? Moi, j'ai pas l'impression que non, mais est-ce qu'on a été trop rapide à ce passage au tout électrique faut quand même admettre que ce qu'on a. Oui, il a raison, Mathieu Flonneau. Les Français trouvent ça brutal. Je pense que tout le monde trouve ça rapide, tout au moins. C'est-à-dire, on demande à une industrie de faire en 15 ans plus de transition qu'il n'a fait en un siècle. Bon, c'est quand même assez intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va imposer une technologie par la réglementation et pas par la supériorité des usages ou de la technologie. Pas de point de vue particulier sur le sujet, mais sur le fond, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en train de faire passer une grande partie de la chaîne de valeur automobile, que la supériorité européenne, historiquement, elle est sur la chaîne de traction et la motorisation, vers des choses nouvelles, à savoir la batterie et puis le logiciel. Donc tout ça se fait de manière très très rapide. Quand on dit, là, on parle de 2035 comme si c'était demain, c'est même pas 2 cycles véhicules. Donc il faut quand même reconnaître à cette industrie, je dirais, à la fois de la résilience et puis du courage, parce qu'il faut à la fois proposer les solutions de demain et en même temps réorganiser en même temps au pas de course l'outil industriel du passé. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux, quand on parlait tout à l'heure de mobilité, j'évoquais la trottinette électrique avec Mathieu Flonneau qui l'utilise, donc cette trottinette électrique. Mais je veux situer la chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut imaginer plus tard que ce type de mobilité augmente, serve de plus en plus de Français? Alors dans les grandes villes, évidemment, parce qu'on l'imagine mal en milieu rural, la trottinette électrique. C'est toute la limite. C'est toute la limite. C'est-à-dire que si on sélectionne les territoires, évidemment, la mobilité électrique peut avoir des vertus incomparables. Néanmoins, la mobilité des Français, vous l'avez rappelé, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Vive la route, vive la République, avec ce bandeau, 75% des Français se servent de leur voiture. Évidemment, pour aujourd'hui, c'est pas pensable. Donc il y a une dimension, j'aime bien l'expression parce que je l'emprunte à un sociologue, de bullshit mobilities, parce que véritablement donner des standards de mobilité capacitaire à de tels modes qui sont anecdotiques et qui représentent epsilon, qui de surcroît sont dangereux et qui n'ont pas prouvé leur durabilité écologique. Il y a quand même un peu d'imposture dans le débat. Vincent Salimon, vous faites des vélos électriques. Est-ce que vous pourriez à l'avenir faire des trottinettes. Imaginez, vous en proposez aussi, oui, dans la gamme. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je crois que est-ce qu'on a été trop vite? En fait, c'était votre question. Et j'aimerais écouter les usagers. Encore une fois, ce sont les usagers qu'il faut écouter. Et là-dessus, j'ai 2 points. Le premier, c'est que on constate que le parc est en train de vieillir. Le parc automobile est en train de vieillir. Ça veut dire qu'effectivement, on a peut-être été un tout petit peu trop vite. Il faut éduquer, il faut accompagner les acheteurs de véhicules par rapport à la motorisation dont ils ont besoin. Nous, on a organisé 23 000 journées de formation auprès des équipes commerciales dans le réseau sur les 10 dernières années pour justement faire en sorte qu'ils écoutent bien les besoins des utilisateurs. Et la deuxième chose, parce qu'il faut rajeunir ce parc, et la deuxième chose, c'est qu'on a été à Strasbourg, parce que notre tour justement par rapport à l'étude de ça, c'est d'aller dans les territoires, d'aller dans les villes. Et Strasbourg est une ville très intéressante parce que ça a été une ville qui a très rapidement basculé sur l'électrique. Et aujourd'hui, 63% des usagers, des personnes que l'on a interrogées sur Strasbourg considèrent que ça a effectivement été un tout petit peu trop vite. Et parler de 2035 pour l'arrêt des motorisations thermiques, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que les infrastructures sont pas encore complètement disponibles, parce que ça va un petit peu vite. Donc oui, il faut être présent et nous le faisons. Simplement, il faut laisser un petit peu de temps pour faire en sorte que le parc puisse se renouveler. Et c'est de cette façon aussi qu'on arrivera à baisser les émissions de CO2. Vous avez un peu répondu à la question que j'allais vous poser, mais je vais la poser à Mathieu Flonneau et Guillaume Crunel. Qu'est-ce que vous attendez dans 2 mois maintenant, c'est l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez de tous ces candidats? C'est qu'on entend peu pour le moment. On entend peu parler de voitures et de mobilité. Pour le moment, pas beaucoup.
Mathieu Flonneau, qu'est-ce que vous attendez? Je trouve que l'auto se ramène dans le débat. Quelque chose comme les convois de la liberté qui font suite aux Gilets jaunes, parce que le problème des Gilets jaunes, il est quand même devant nous plutôt que derrière. Je pense que la position, de toute façon, l'industrie automobile va leur demander de prendre une position. Et la position, elle est très claire. La question va être simple. Souhaitez-vous qu'il y ait toujours une filière industrielle automobile française, avec les réglementations européennes, mais françaises, à l'horizon de 10 ans? Parce que c'est ça, le rythme de la transition. Là, c'est 10 ans. C'est-à-dire que si le tournant n'est pas pris, les constructeurs vont disparaître. Et c'est possible que des constructeurs disparaissent. Des pays extrêmement vertueux en termes écologiques ont fait disparaître leur industrie nationale. La Grande-Bretagne. Voilà. Donc ça existe. C'est un risque pour la filière française. Guillaume? Je vais revenir sur ce. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mathieu. De manière claire, la voiture demain, il faudra qu'elle soit abordable, compétitive, et elle sera principalement autour de, je dirais, la batterie, donc la chimie, et le pilotage vers le software. La chimie et le software, c'est pas vraiment des choses sur lesquelles on a fait des priorités en France au cours des 40 dernières années. Si on veut que notre industrie automobile reste ce qu'elle est, à la place qu'elle est, et le rayonnement qu'elle est, c'est des choses sur lesquelles il faudra avoir des politiques nationales et un vrai désir d'investissement sur le long terme. Très bien. Merci à Florian Antien d'Antony qui a donné son avis, qui a débattu avec nous au 0826 300 300. Ne bougez pas. On va se retrouver pour la dernière partie de l'émission Les vraies voix qui font rouler la France. On revient dans quelques minutes avec Olivier Binet qui va nous rejoindre, cofondateur de Caros. C'est une application de covoiturage. On va revenir sur ce phénomène de covoiturage. De plus en plus de Français y ont recours. Restez avec nous. On revient dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobilité TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio avec Vincent Salimon, président de BMW Group France. Mathieu Flonneau, historien spécialiste des mobilités. Ce livre qui va sortir incessamment sous peu dans quelques jours. Le livre de Mathieu Flonneau en tous sens, une histoire des équipements de la route aux éditions Loubatière. Guillaume Crunel est avec nous, associé au cabinet Deloitte. Et Olivier Binet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier Binet, cofondateur de Caros. C'est une application de covoiturage. Les Français de plus en plus adeptes du covoiturage. Ça a un petit peu changé avec la crise sanitaire. On va y revenir avec vous. Présentez-nous Caros, Olivier Binet. Caros, c'est une application de covoiturage spécialisée sur les trajets de domicile-travail, avec à peu près 500 000 covoitureurs aujourd'hui en France, et qui permet d'économiser assez simplement à peu près 100 € sur son budget automobile chaque mois, sans être obligé de covoiturer tous les matins et tous les soirs avec la même personne, mais plutôt en ayant la flexibilité, un peu comme un transport public, de pouvoir finalement covoiturer avec vous ce soir à 17h30 ou avec quelqu'un d'autre demain à 18h15. Alors, ça fait combien de temps que vous avez cofondé, créé Caros ? Caros existe depuis maintenant 7 ans. On D'accord. travaille avec une quinzaine de collectivités locales, puisqu'on développe vraiment une solution complémentaire du transport public comme un opérateur de transport, et avec une grosse centaine d'entreprises privées et publiques qui cherchent à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que de plus en plus de Français ont, avant le Covid, on reviendra avec cette crise sanitaire, ce qui a un petit peu changé, que ces Français se sont intéressés au covoiturage, ils ont eu de plus en plus recours. Pendant les grèves, évidemment, c'était une formidable promotion pour Caros, mais aussi toutes les autres applications de covoiturage. Vos invités l'ont beaucoup dit, on a 7 Français sur 10 à peu près pour qui la voiture est indispensable chaque jour, donc il faut leur trouver des solutions. Je pense que le covoiturage sur les trajets de domicile-travail s'est beaucoup développé ces dernières années parce que la technologie tout simplement n'existait pas il y a encore quelques années. Avec des smartphones dans toutes les poches, aujourd'hui on est capable de comprendre très précisément par où les gens passent, leurs itinéraires, leurs horaires, la complexité de leur vie, et leur trouver des solutions qui sont sur mesure par rapport à leurs problématiques, et qui permettent d'éviter un petit peu le travers et les idées reçues d'ailleurs qu'on a sur le covoiturage historiquement, qui consiste à finalement faire une sorte d'équipage de covoiturage avec quelqu'un qu'on a pu trouver et avec qui on serait obligé de covoiturer chaque jour à la même heure avec la même personne. C'est plus du tout le covoiturage aujourd'hui sur les trajets domicile-travail. On fait ça quasiment de manière aussi simple qu'on prend un bus. Il faut juste s'y prendre quelques minutes à l'avance, appuyer sur un bouton pour réserver. Donc cette flexibilité qu'on a grâce à la technologie aujourd'hui fait que on invente quelque chose de radicalement nouveau. Et voilà. Et après, derrière, évidemment, le besoin croissant de mobilité abordable. Vos invités l'ont dit aussi. Quand la voiture coûte 5 à 6 000 € par an et quand on voit le prix du carburant qui ne cesse d'augmenter, on cherche évidemment des solutions pour mutualiser ces coûts.
Vincent Salimon, ça vous fait concurrence, ça, le covoiturage pour les constructeurs une solution en plus qui éliminerait la voiture voilà, on peut imaginer que certains abandonnent leur voiture parce qu'ils ont des moyens de covoiturage, par exemple. On l'a dit depuis le début, en fait, il n'y a pas vraiment d'éléments qui suppriment la voiture. Et il n'y a pas de concurrence, parce que moi, je pars du principe que la mobilité la plus responsable, la plus durable, déjà, c'est celle qu'on ne fait pas. Et ensuite, quand on peut aller quelque part à pied, il faut le faire. Quand on peut prendre le vélo, il faut le faire. Quand on peut faire de l'autopartage ou du car sharing, absolument aucun souci. D'ailleurs, je l'ai favorisé dans mon entreprise en tant que constructeur automobile avec une autre start-up que je ne vais pas citer, mais on l'a proposé aux collaborateurs parce que si on peut partager, eh bien, profitons-en simplement. Et on l'a dit depuis le début, et les chiffres le montrent, l'automobile répond quand même à un besoin qui est nécessaire dans certains usages et pour lesquels il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Ouais. Olivier Binet, qu'est-ce qui a changé avec la crise du Covid ? Parce qu'on a fait énormément de télétravail, on est beaucoup resté chez nous depuis 2 ans. Ouais. Ben en fait, on s'aperçoit que le télétravail favorise les alternatives en fait, à l'autosolisme et au trajet du quotidien, on va dire, de manière répétée. Ça ouvre les esprits. On avait fait une étude il y a maintenant 4 ans auprès de notre population d'utilisateurs. On s'était aperçu que le covoiturage, le télétravail était beaucoup plus répandu que dans la population générale, ce qui est finalement pas très étonnant. C'est-à-dire que quand on covoiture, quand on fait du vélo électrique, quand on fait de l'autopartage, on a tendance aussi à télétravailler parce que finalement on est dans une flexibilité par rapport à sa semaine. Donc nous on est assez convaincus que évidemment le Covid dans ses impacts sur le manque de mobilité, l'ensemble des contraintes qu'on a pu avoir par rapport à un télétravail qui était imposé, etc., a eu un impact, évidemment. Mais la possibilité de pouvoir télétravailler de temps en temps crée clairement des réflexions au sein des foyers de nos utilisateurs qui consistent à dire, à ce moment-là, je vais peut-être chercher un peu plus de flexibilité et j'ai peut-être pas sur le long terme besoin de la deuxième véhicule familial dans la mesure où madame va télétravailler 1 jour ou 2 par semaine et monsieur 1 jour ou 2 par semaine. Ouais, donc concrètement, la crise du Covid n'a pas impacté le nombre de personnes qui ont recours à vos services. Concrètement, la crise du Covid a eu un impact énorme, évidemment négatif sur notre activité, sur notre secteur, parce qu'il y a eu moins de déplacements, évidemment. Mais aujourd'hui, on se rend compte, quand on évoque le sujet avec nos utilisateurs, que sur le long terme, même si vous avez un peu plus de télétravail, en réalité, ça crée plutôt des opportunités pour se poser la question de savoir comment est-ce que je vais aller au travail, avec quels moyens de transport, comment est-ce que je vais éventuellement le partager au sein de ma famille et éventuellement avec mes voisins pour mutualiser les coûts de déplacement jusqu'à mon travail. Guillaume Crunel, est-ce que finalement le covoiturage, alors ça a beaucoup marché, moins avec la crise du Covid, ça a l'air de reprendre un petit peu. Est-ce que le covoiturage ne va pas atteindre à un moment une limite ? Ouais, je pense que tout le monde n'est pas éligible, tout le monde n'est pas client potentiellement du covoiturage maintenant. C'est clair qu'avec l'évolution des prix des énergies, l'évolution des prix de tout quasiment, je veux dire, la volonté de réduire les budgets des déplacements va être présent. Donc c'est clair qu'on est sur des populations qui sont particulières, sur lesquelles il y a encore de la conquête à faire et sur lequel je pense moi qu'à terme c'est un mode de transport, un mode d'utilisation de la voiture, puisque ça reste quand même de la voiture toujours, qui finira par, je dirais, se stabiliser à un marché un peu plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. C'est clair. Mathieu Flonion, on parlait tout à l'heure avec vous de lien social, là on y est avec le covoiturage. Complètement, et ça prouve à quel point l'automobile est conviviale. C'est-à-dire que l'écologie politique qui avait arraché la convivialité automobile et qui l'avait contestée au début des années 70 se retrouve là devant une contradiction. C'est-à-dire que, oui, l'automobile, c'est aussi un lieu de sécurité, même si elle est partagée avec quelques personnes. Donc de ce point de vue-là, c'est toute une réflexion de civilisation qu'il faut avoir. Et l'automobile n'est pas périmée dans ses dimensions humanistes. Ouais. Et il y a une dimension aussi qui est importante, et ça fait écho à cette crise et à la gestion de cette crise, c'est la grande agilité. C'est-à-dire qu'évidemment, le smartphone et la digitalisation des échanges, la flexibilité du travail, qui a beaucoup d'excès également, le télétravail, l'intelligence des gens, qui doivent être responsabilisés devant tout cela, bien fait qu'il y a effectivement des populations de niche,
pour lesquels c'est un gain de qualité de vie. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup. Alors, c'est vrai que depuis ces quelques semaines de campagne, les débats sont plus vers la sécurité, par exemple, ou l'immigration. Mais c'est vrai que le pouvoir d'achat, on va y venir. On s'aperçoit que c'est un réel problème, que les Français y font beaucoup attention. Et avec le covoiturage, Vincent Salémon, ce n'est pas du tout négligeable. Effectivement, ça permet de partager les frais. Et c'est vrai que la voiture est un investissement. Ouais. Mais il faut relativiser aussi, parce qu'on a des systèmes de location aujourd'hui, on a des systèmes les valeurs résiduelles, notamment des marques premium comme les marques que je représente, font que le coût d'utilisation, en fait, il n'est pas en train d'augmenter. Et notamment, il y a un débat entre le thermique et l'électrique. Et aujourd'hui, si on prend un exemple, c'est la Mini que je représente, qui en thermique ou en électrique a une différence de prix très limitée, c'est 30 € par mois. Donc finalement, c'est tout à fait compétitif. Et pour celui qui peut rouler en 100% électrique, parce qu'il a la solution d'infrastructure de recharge, parce qu'il a l'autonomie nécessaire avec la voiture qu'on propose, il peut effectivement utiliser ce véhicule pour, encore une fois, 30 € par mois supplémentaires. Ouais. Olivier Binet, pour finir, comment vous allez optimiser, vous allez essayer de progresser, de proposer peut-être d'autres offres? Comment vous allez essayer d'améliorer Carros, dans les prochains mois? Carros, comme les autres solutions de covoiturage, en fait, s'améliore grâce à la masse critique qui augmente. Plus la masse critique augmente, meilleur est le réseau. Et donc, on est vraiment dans une logique de conquête. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La conquête, elle s'auto-alimente d'une certaine manière avec des utilisateurs satisfaits et avec la convivialité qui est créée. C'est assez extraordinaire, en fait, de se rendre compte que quand on parle avec nos utilisateurs, ils nous disent, certes, j'ai économisé, je ne paye quasiment plus de carburant grâce à une solution comme la vôtre, mais surtout, je me suis fait des amis. Et chez Carros, il y a des centaines d'histoires extraordinaires, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Il y a évidemment des histoires d'amitié, il y a des barbecues qui se sont organisés, il y a des gens qui ont trouvé un travail grâce à ceux qu'ils ont rencontrés dans les voitures, il y a eu des mariages, il y a eu des bébés. Il y a plein de choses qui se créent et en fait, c'est la vraie vie. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a eu des bébés Carros. Finalement, on transforme un peu un moment qui était un moment un peu mort dans sa journée. On est finalement seul dans un transport public éloigné du centre-ville, un peu long, un peu complexe. On est finalement seul dans sa voiture. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de réenchanter un petit peu ce moment-là et de faire en sorte que les gens passent un moment agréable, un moment enrichi. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de révolution qui se fait à ce niveau-là et surtout qui est en train de s'auto-générer grâce à un bouche à oreille naturel. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à entretenir maintenant. Merci Olivier Binet, cofondateur de Carros, une application de covoiturage. Merci à Vincent Salimon, président de BMW Group France. Mathieu Flonneau, historien spécialiste des mobilités. Ce livre qui arrive d'ici quelques jours. Merci. En tous sens, une histoire des équipements de la route. C'est aux éditions Loubatière. Merci Guillaume Crunel, associé au cabinet de conseil Deloitte.